Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Voyons les titres. Le pape Léon XIV déclare saints deux figures emblématiques, Pierre Diordieu Frassati et Carlo Acutis. Leur canonisation a eu lieu sur la place Saint-Pierre à Rome ce dimanche devant des milliers de fidèles. À Sainte-Croix, les préparatifs s'intensifient à la veille du pèlerinage annuel au caveau du bienheureux Père Laval. Nouveauté cette année, un village du Père Laval pour accueillir les personnes en difficulté. Zoom sur l'exploit de deux scientifiques mauriciennes en Antarctique, 52 jours dans le froid extrême pour étudier l'acidification des océans et les effets du réchauffement climatique. En France, une décision capitale pour l'avenir du gouvernement se joue demain. Le vote de confiance tranchera aussi sur l'avenir du budget 2026. Entre plantations de thé, champs de légumes et accueil chaleureux, nous irons faire une balade dans le village de Dubreuil au rythme de la vie locale. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour cette édition. Mais d'abord, ce soir, un spectacle céleste rare est prévu dans le ciel mauricien. Une éclipse lunaire totale, également appelée lune de sang, devrait être visible sur l'ensemble de l'île. Pour l'occasion, un poste d'observation a été installé à l'amphithéâtre de Telfer à Moka pour accueillir les passionnés et curieux avec des explications en direct sur ce phénomène rare. Sur place, Yacine Denmamod. Bonsoir Yacine. Bonsoir Daivik. Le phénomène a commencé il y a à peine quelques minutes, mais il faudra attendre encore un petit peu pour voir l'éclipse totale. C'est vers 21h30 qu'un reflet rouge recouvrira la Lune. Ici à Telfer, il y a un dispositif qui a été installé pour observer l'éclipse. Et derrière ces télescopes, il y a Jordan Joumont. Jordan, bonsoir. Bonsoir. Donc expliquez-nous un petit peu l'éclipse, comment ça va se passer ce soir. Alors ce soir, pour l'observation de l'éclipse, on a prévu un événement où on va initier les gens à l'astronomie de façon basique. Et après, dès que l'événement va débuter, donc là on va commencer à faire l'observation avec les différents télescopes qu'on a mis à disposition. D'accord. Et vous pouvez nous expliquer pourquoi la Lune deviendra rouge? Alors c'est tout simplement le fait que quand la Lune arrive avec... dans l'ombre de la Terre, les rayons du Soleil, quand ça traverse l'atmosphère de la Terre, donc il n'y a que le reflet rouge qui va se réfléchir sur la surface de la Lune. Ok. Et après combien de temps est-ce qu'on peut observer un tel phénomène à Maurice? Alors la dernière fois, ça remonte à 2011, donc après 14 ans, nous avons la chance de revivre cet événement ici. Ok. Et est-ce qu'il y a des risques de regarder cette éclipse à l'œil nu? Non, du tout. Donc, contrairement à une éclipse solaire, l'éclipse lunaire ne comporte aucun danger. Donc, vous pouvez l'observer à l'œil nu avec des jumelles, un télescope. Ça sera visible à travers l'île Maurice et nul besoin d'avoir un endroit spécifique. Ok. Et l'éclipse prendra fin vers quelle heure? Alors, l'éclipse prendra fin vers les 22h45. Donc, nous aurons une lune rouge qui durera à peu près 1 heure de temps, 15 et 20 minutes. Jordan, merci beaucoup. Je vous laisse retourner à vos télescopes. Donc voilà Daivik, ici l'événement se poursuit jusqu'à 22h30. Je vous rappelle que l'éclipse prendra fin vers 22h30 et il n'y a aucun risque à regarder à l'œil nu, peu importe où vous êtes à Maurice. Merci. Merci pour ces précisions, Yacine, en direct de l'amphithéâtre de Telfer. Je vous le disais au sommaire, l'Église catholique compte désormais deux nouveaux saints, Pierre Diordieu Frassati et Carlo Acutis. Le rite de leur canonisation a eu lieu ce dimanche sur la place Saint-Pierre à Rome. Il était présidé par le pape Léon XIV. Pour rappel, afin de déclarer saints catholiques ces deux figures inspirantes, l'Église a dû suivre une procédure très stricte dont la reconnaissance et l'authentification précise de deux miracles attribués à leur intercession. Retour sur la cérémonie de canonisation avec Claudette Geoffroy Gadevadou. Ad honorem sanctet individue Trinitatis.
En l'honneur de la très sainte Trinité, pour l'exaltation de la foi catholique et pour le développement de la vie chrétienne, avec l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, des saints apôtres Pierre et Paul et la nôtre, après avoir longuement réfléchi, invoqué à plusieurs reprises l'aide divine et écouté l'avis de beaucoup de nos frères dans l'épiscopat, nous déclarons et nous définissons saints les bienheureux Pierre Giorgio Frassati et Carlo Acutis. Le pape Léon XIV a inscrit ce dimanche 2 nouveaux noms au panthéon des saints de l'Église catholique. Il s'agit des bienheureux Pierre Giorgio Frassati et de Carlo Acutis. Pierre Giorgio Frassati, né en 1901, passionné d'alpinisme et membre actif de l'Action catholique, a dévoué sa vie au service des pauvres avant de mourir à 24 ans d'une poliomyélite foudroyante. À ses côtés, Carlo Acutis, jeune informaticien italien né en 1991, est devenu le premier saint millénial. Il est connu pour sa profonde dévotion, ayant inspiré des jeunes grâce à sa foi et ses dons numériques. Il est atteint en 2006 d'une leucémie et meurt à l'âge de 15 ans. Des milliers de fidèles étaient réunis place Saint-Pierre pour assister à la canonisation de ces 2 nouvelles figures de sainteté. Les membres de leur famille y étaient aussi. Après le rite de canonisation, le pape Léon XIV a célébré la messe. Dans son homélie, le souverain pontife a salué les nouveaux saints qui sont 2 jeunes modèles de foi et d'engagement spirituel exemplaires. Pierre Giorgio a rencontré le Seigneur à travers l'école et les groupes ecclésiaux et en a témoigné par sa joie de vivre et d'être chrétien dans la prière, l'amitié et la charité. Aujourd'hui encore, la vie de Pierre Giorgio est une lumière pour la spiritualité laïque. Carlo, quant à lui, a rencontré Jésus en famille grâce à ses parents, puis à l'école lui aussi, et surtout dans les sacrements célébrés dans la communauté paroissiale. Pour être proclamé saint catholique, l'Église a authentifié 2 miracles de Pierre Giorgio Frassati et de Carlo Acutis. 2 miraculés étaient d'ailleurs présents ce dimanche sur la place Saint-Pierre. La canonisation de ces 2 saints est un moment important de la vie de l'Église catholique et a lieu dans le cadre du Jubilé d'Espérance. Alors que ces 2 nouveaux saints ont été canonisés aujourd'hui, il ne reste que la reconnaissance d'un 2e miracle pour que l'apôtre de Maurice devienne lui aussi saint. Demain, lundi 8 septembre, le pays se rassemblera pour honorer le bienheureux Père Laval à l'occasion du pèlerinage annuel. Des milliers de fidèles convergeront vers son caveau sous le thème « Avec Père Laval, soyons pèlerins d'espérance ». La nouveauté cette année, le village du Père Laval. Jalila Senalier et son équipe étaient à Sainte-Croix cet après-midi. Non loin du caveau du bienheureux Père Laval, Cathy s'affaire pour accueillir ses clients venus rendre hommage à l'un des patrons du diocèse de Port-Louis. Moi, je prépare un peu écrit au Père Laval, moi, je fais un peu la bouche au Père Laval. Ça, nous pas habitués à faire, mais beaucoup de monde. À la veille de la messe d'ouverture du pèlerinage, les fidèles étaient déjà nombreux à faire le déplacement. La religion, et tout le monde. Nous prions, si on a un problème, nous prions. Il y a beaucoup de monde qui a beaucoup de guérison. Pas de spirituel, là, nous demandons pour tout le monde, ceux qui sont malades, pas capable de venir. Ceux qui ne sont pas venus là, c'est toujours avec Père Laval. À ce soir, nous ne pouvons pas venir, nous là, ce qui nous mène. Nous plutôt venir aujourd'hui, nous courons, nous prions pour faire la prière. Certains sont venus de loin. Je suis venu à Maurice exprès avec ma mère, donc on est venu exprès pour ce moment de fête, de partage. Donc un super moment, hein. Ensemble, on a prié. Dans la cour de la paroisse Sainte-Croix, l'heure était au dernier préparatif. C'est ici qu'aura lieu la messe principale du pèlerinage, demain 8 septembre à 20h. Présidée par Monseigneur Jean-Michael Durone, la messe sera retransmise en direct sur la MBC. Pour la grâce de Dieu, la pluie tombée, etc.
Mais nous travaillons jusqu'à 2h du matin hier soir. Mais là, aujourd'hui, nous pouvons terminer pour la scène. Nous avons forcé net pour dire nous finissons par. Alors, notre rôle pour demain, c'est aussi nous pour la messe, participer à la messe, et aussi guider les gens vers la confession et partout il y a les stands. Et nouveauté cette année, le village du Père Laval pour accueillir et écouter les personnes en difficulté de 15h à minuit. Donc, pour là, dans ce village-là, une association, un groupe comme Befrienders, la Case Ag, le centre d'accueil de Terre Rouge, Caritas, pour être à l'écoute des gens qui sont dans le besoin. Et puis, parfois, des gens qui sont dans une situation difficile, ils n'ont pas de pour aller. Une occasion pour être capable de sensibiliser et puis informer les autres. Cette année, le pèlerinage coïncide avec le Jubilé des pauvres. Ils seront environ 75 000 pèlerins qui convergeront vers le caveau du Bienheureux Père Laval le 8 septembre. La région de Caroline s'apprête à accueillir un nouveau lieu de culte, le Kali Mata Mandir. Ce matin, la pose de la première pierre a eu lieu en présence du Premier ministre. Le docteur Navin Ramgoolam était l'invité d'honneur de cette cérémonie riche en prières et en rites. Le compte-rendu de Christelle Lebras. Une matinée dominicale dans la piété et la ferveur à Caroline, où tous les habitants étaient réunis pour une Bhumi Puja, soit la prière qui est dite avant le début de la construction d'un mandil. Le mandil dédié à la déesse Kali sera érigé à quelques mètres du Kalimai existant, construit en 1850. Pour réussir à faire la prière ici et pour increase les gens qui sont capables de venir. Ensuite, je pense dans sa position qui est capable de faire pour mettre une facilité pour les gens faire la prière. Mais nous, il donne nos capacités, il donne nos moyens qui nous capables de faire. Mais nous faisons pour que nos prochaines générations héritent ça. Invité d'honneur de l'événement, le Premier ministre, le docteur Navin Ramgoolam, s'est d'abord recueilli dans le Kalimai avant de participer au rituel de la Bhumi Puja. Ensuite, le chef du gouvernement a procédé à la pose de la première pierre du Kali Mata Mandir avant de lancer officiellement la plateforme digitale de ce temple. Une cérémonie entrecoupée de bhajan, de kirtan et de danse. Pour les dirigeants du Caroline Mangala Kali Mata Mandir, ce projet était attendu depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, nous Kalima est bien serré. Qui fait nous Kalima est serré parce qu'il n'y a pas une 5 Kalima, il fait Kali Puja, Balia Puja. Nous faisons plusieurs man Puja. La cause de ça, Kalima il prend décision parce que c'est un terrain 35 personnes. À noter que les travaux de construction démarreront le mois prochain et prendront environ 3 ans. Tout à fait autre chose à présent. Plus de 300 participants unis pour la même cause, sensibilisés à la dystrophie musculaire de Duchenne. À Vacois-Phénix, une action s'est tenue ce dimanche à l'occasion de la Journée mondiale de sensibilisation. En ligne de mire, l'importance du soutien familial et de l'inclusion pour les personnes concernées. Koyol Sital y était. Ces personnes en fauteuil roulant comptent sur le soutien de leurs proches au quotidien. Atteintes de dystrophie musculaire, elles font face à une faiblesse progressive de leurs muscles. C'est une maladie qui est vraiment dure, mais quand on est entouré, les docteurs entourés au fait de capable de mener mal de l'avant. Environ 350 personnes ont participé à cette action. Le thème choisi cette année pour la Journée mondiale de sensibilisation à la dystrophie musculaire de Duchenne est famille au cœur des soins. Et bien beaucoup de courage. Nous soutenons, nous avions nous guetter, nous Sophie Jovini, nous soutenons moralement, physiquement, on a mené un petit promenade. Là, mon garçon, il y a l'école normale. Il y a 11 ans, dès à partir de 4 ans, qui nous connaissent, qui a un problème là. Mais nous encadrons bien, nous acceptons. Dans le monde, environ 250 000 personnes souffrent de cette maladie.
À Maurice, la Muscular Dystrophy Association en compte 63. Il y a plusieurs types de dystrophie, mais le plus sévère là-dedans, c'est Duchenne, et qui attaque en majeure partie ces bons garçons. Ils sont affectés depuis l'âge de 3 ans, 4 ans. C'est une maladie progressive qui affecte les autres muscles. Donc, de jour en jour, nous trouvons cette dégradation-là. Et chaque étape, nous avons besoin de différents équipements. Présent à cet événement, le président de la République, Dharambir Gokul, a souligné l'importance de soutenir les malades. Dans le monde scientifique, il y a beaucoup de développement. Et nous souhaitons qu'il y ait un développement qui peut venir, qui peut soulager sa maladie qui nous est là. Nous avons besoin de campagne-là parce que nous avons besoin de faire du monde comprendre. Dans une société, nous avons une société d'inclusion. Une campagne qui symbolise ainsi la solidarité et rappelle que l'inclusion est essentielle dans la société. Le froid, l'isolement et la science entre fin 2023 et début 2024. 2 chercheuses mauriciennes ont passé près de 2 mois en Antarctique pour étudier l'acidification des océans. Objectif, mieux comprendre le réchauffement climatique et ses effets sur l'océan Indien. Une première qui marque aussi une étape importante pour la recherche mauricienne. Anisha Madeya. Ces 2 scientifiques du Mauritius Oceanography Institute ont passé 52 jours au bout du monde, à bord d'un vieux cargo sans Internet, dans des conditions extrêmes. Avant d'y parvenir, elles ont préparé leur mission pendant 1 an, puis traversé l'océan pendant 3 semaines. Nous sommes les 2 premières femmes à avoir été envoyées par le gouvernement mauricien. Et les missions en Antarctique, normalement, c'est plus les hommes, parce que ce sont de longues missions. Mais nous, on a pris cette responsabilité pour Maurice. Donc, sur le bateau lui-même, on n'était que 3 scientifiques dames. Et puis, il y avait 4 dames qui s'occupaient de gérer le bateau. Et tout le reste, c'était 400 marins et après 27 scientifiques hommes. Participer dans une expédition en Antarctique en lui-même, c'est un rêve. C'est pas juste pour moi, mais un rêve pour toute la communauté scientifique même. Que, comment dire, nous sommes capables d'aller, nous sommes contribuer à sa global effort de côté du changement climatique. À bord du navire, elles ont monté leur propre laboratoire grâce aux équipements de l'institution mauricienne pour mener leurs recherches de manière autonome. On a dû démonter et remonter nos équipements. Donc on avait des équipements qu'on a carrément, on a decommission and recommission. On est en partie, on a dû empaqueter dans des boîtes pour les protéger. On a presque soulevé tout le laboratoire qu'on a ici. Même les gestes les plus simples demandaient du courage. Pour descendre sur une barge, elle devait emprunter de simples escaliers en bois, instables au-dessus de l'océan glacé. Au-delà de l'expérience acquise, cette mission porte une leçon pour Maurice. Face aux défis du changement climatique, la science, la préparation et la coopération régionale sont essentielles. La plus grande leçon, je pense, c'est de travailler d'une façon régionale et internationale pour avoir des normes, pour pouvoir régir des lois, pour protéger la région. Parce que tous les pays doivent être en accord par rapport à ce qu'on fait pour pouvoir arriver à un consensus et protéger l'environnement marin. Ces 2 femmes de science font la fierté du pays et sont un exemple pour toutes les Mauriciennes. L'actualité à l'étranger, la France entre dans une phase politique décisive. Le budget 2026 présenté par le Premier ministre François Bayrou prévoit 43,8 milliards d'euros d'économies. Entre inquiétude dans les rues et tensions au Parlement, le vote de confiance de demain s'annonce crucial. Si la confiance est accordée, le budget s'appliquera, sinon le gouvernement démissionnera. Marine Résidu. Le Premier ministre a présenté un budget visant à faire 43,8 milliards d'euros d'économies. Officiellement, il vise à réduire la dette du pays. Notre pays est en danger parce que nous sommes au risque du surendettement. Mais pour beaucoup, ce plan risque de compliquer la vie quotidienne. Moins de moyens pour les hôpitaux, les écoles, le logement et les aides sociales. Et l'inquiétude grandit chez les travailleurs. Le budget 2026 suscite des tensions dans la rue et au Parlement. L'opposition dénonçant un plan qu'elle juge injuste. Cette rentrée, nous l'abordons tous avec une particulière gravité à la mesure de la crise politique actuelle.
Nous voulons faire naître la nouvelle France. La nouvelle France, c'est son peuple tel qu'il est. Nous avons une responsabilité, celle d'être au rendez-vous et celle d'être à la hauteur. Ça veut dire aujourd'hui être ensemble, quelles que soient nos différences, qui sont respectables. François Bayrou et les alliés du gouvernement appellent, eux, à soutenir le budget avant le vote de confiance. Elles disent toutes il faut abattre le gouvernement. Et à quoi ça sert d'abattre le gouvernement? Voilà des formations politiques qui non seulement ne sont d'accord sur rien, mais bien pire que ça, sont en guerre civile ouverte les unes avec les autres et en haine les unes avec les autres. Et elles se mettent ensemble pour abattre le gouvernement. Si le Premier ministre obtient le vote de confiance, le budget sera mis en œuvre et ses effets se feront ressentir rapidement dans la vie quotidienne des Français. En revanche, s'il échoue, le gouvernement devra démissionner, ce qui entraînera une période d'incertitude politique et économique, obligeant le président à décider d'un nouveau Premier ministre, d'élections anticipées ou de la formation d'un nouveau groupe de soutien au Parlement. La décision du 8 septembre pèsera donc sur l'avenir du gouvernement et sur la vie quotidienne de millions de Français. La Thaïlande change de leader. Anutin Charnvirakul, 58 ans, devient Premier ministre, le troisième dirigeant en 2 ans. Soutenu par l'opposition, il aura 4 mois pour gouverner avant de nouvelles élections. Dès son investiture, il a prononcé son discours inaugural et exposé les priorités de son gouvernement, notamment le redressement de l'économie. Retour sur le plan local, si l'art a devenu un outil pour mieux apprendre à vivre ensemble, à travers un programme de l'ONG TIPA, des élèves en difficulté d'apprentissage sont accompagnés dans un espace d'expression et de créativité. Objectif, renforcer la confiance en soi et transmettre des valeurs citoyennes. Découverte à l'école Révérend Henri Espitalier Noël à Mangalcan, où une centaine d'élèves participent chaque vendredi à ces ateliers. Un reportage signé Sylvana Paris-Mamon. Une troisième couleur qui représente l'émotion actuellement. Nous faire un joli dessin. Bien que le dessin ne soit pas réussi, il aura eu le mérite d'avoir appris à Wyatt une petite leçon de vie. Pareil, comme une émotion, souvent les femmes sont capables de réellement une émotion bien, sont capables de manier. Dans la classe d'à côté, Loana apprend aux enfants à acquérir une autre valeur citoyenne. Ce qui fait nous mettre beaucoup la peinture. Parce que quand vous dessinez, ça fait regarder le non, pas forcément. On appelle ça un gaspillage. Le programme de l'ONG TIPA est pensé pour utiliser l'art comme outil de promotion des compétences de vie. Nous avons respecté nos matériels. Il faut écouter quand on fait la classe, il faut suivre et il faut respecter les amis. Nous apprenons nos responsabilités qui sont dans la classe, le matériel, nos responsabilités. Nos camarades peuvent causer, peuvent expliquer des affaires, nous besoin écouter. À travers une approche participative et valorisante, les activités artistiques encouragent les enfants à s'exprimer et à renforcer leur confiance en soi. À travers l'art, vu qu'il nous pas imposé une seule manière de faire, et nous disons c'est comme ça qu'ils ont besoin de faire, et nous donnons l'espace pour explorer eux-mêmes, ça aide pour gagner plus confiance dans eux déjà. Et dans le même cas que les enfants qui pas gain facilité exprime à travers les mots, je suis capable d'exprimer à travers le dessin et la peinture. Avec l'école, je suis capable de recevoir le suivi qui est bizarre. Tout au long de l'année scolaire, une centaine d'enfants de l'école Révérend Henri Espitalier Noël à Mangalcan participent à cet atelier. Il a lieu chaque vendredi et dure 50 minutes. À chaque fois que vous avez fait une petite bêtise entre les amis même, on leur demande de vous rappeler ce que vous aviez fait la dernière fois, mais c'était quoi? Mais où c'est le respect? Donc, ils développent les valeurs. Et à travers TIPA aussi, ils développent les motrices.
Il y a certains enfants qui ne savent même pas bien attraper le crayon ou la plume. TIPA est l'acronyme pour Terrain for Interactive Pedagogy Throughout. L'ONG a été créée en 2007 par Émilie Carozin, docteur en psychologie du développement de l'enfant, et Angélique Delahogue, éducatrice et spécialisée. L'association travaille auprès d'enfants issus des zones d'éducation prioritaires. Alors que l'ONG s'est engagée cette année dans une nouvelle phase avec un plan stratégique de 5 ans, elle présentera également bientôt le film documentaire Ntipa du réalisateur David Constantin. Et puis dans notre volet découverte, petit arrêt ce soir au village de Dubreuil. Ce village nous a accueillis dans la simplicité et l'authenticité entre plantation de thé, champs de légumes et hospitalité des habitants. Ria Rambodjon. À quelques kilomètres du réservoir de Midlandsdam se situe le village de Dubreuil. Verdoyant, accueillant et rempli d'une candeur rare et enfantine. Swasti réside ici depuis plus d'un demi-siècle. Dans ce petit commerce qu'elle gère et où elle passe la plus grande partie de ses journées, elle y prépare une 60aine de rôtis quotidiennement. La boutique là, elle existe depuis 20 ans. Mais seulement à cause que je me cédé en dehors, là, je fais un petit tabac pour faire rôti. Je me prends un peu la boisson gazeuse. Une fini gain 50 bananes depuis mon marié, mon vini. Comment on trouve Dubreuil? Dubreuil bien bon, parce que depuis mon marié, mon vini, je correct tout correct en nous. Le quotidien ici est synonyme de tranquillité et de vivre ensemble. Mais pourquoi le village de Dubreuil se nomme ainsi? Nous avons posé la question à Vikram. Il y a pas la banque avec un supermarché. Le reste, tout à fait ouvert ici. Alors que presque tout y est, centre communautaire, école gouvernementale, terrain de football ou encore aire de jeu, les habitants doivent cependant parcourir de longues distances pour se rendre au supermarché. Comment on trouve ça village? Et assez correct, et bien tranquille. Et donc, c'est pas comme ça, assez bien développé. Un terrain de football pour les enfants, pour grands. Il y a beaucoup de facilité alors? Oui, côté manger, côté boire, le club. Ouais. Mais toujours, qui a un développement, qui a une infrastructure, peut-être où tu es content de trouver un peu plus dans le village? Ça compte, il y a un supermarché ici. Un supermarché qui est ouvert à 7h07. Ouais, c'est tout bon. En attendant que le cours de développement l'atteigne, Dubreuil demeure entre culture de thé et champs de légumes, un véritable havre de paix. Et puis à la radio demain sur RM1, Anjali Siroton Pulchon reçoit la députée et membre de Résistance et Alternative, la docteure Babita Tanou. L'interview est à suivre à partir de 8h15, également diffusée sur MBC2 et en streaming sur la page YouTube de RM1. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée sur nos chaînes. Dans quelques instants, la page météo suivie du journal des sports. Fans de foot, fans de Première Ligue, le roi, le lion est de retour. Le moment tant attendu est enfin arrivé. Retrouvez vos stars en action sur les chaînes Canal+ et Canal+ Sport. Vibrez avec les grands championnats de foot sur tous vos écrans connectés compatibles. Canal+, votre nouvelle expérience streaming en live et à la demande. Un faible anticyclone évoluant au sud des Mascareignes occasionne des alizés modérés sur notre région. Les prévisions pour Maurice, mi-couvert durant la nuit et tôt demain matin, devenant quelquefois nuageux sur les hauteurs et les versants au vent avec des ondées occasionnelles. La température minimale sera entre 15 et 17 degrés Celsius sur le plateau central et entre 19 et 21 degrés Celsius sur le littoral.
Le temps sera essentiellement beau au cours de la journée de demain. La température maximale variera entre 21 et 23 degrés Celsius sur les hauteurs et entre 25 et 28 degrés Celsius dans les régions côtières. Vent du sud-est à environ 25 km/h avec des pointes atteignant 50 km/h aux endroits exposés. Mer forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2,50 m. Les sorties en haute mer sont déconseillées. À Rodrigue, mi-couvert durant la nuit et demain matin, devenant quelquefois nuageux avec des ondées occasionnelles, principalement sur les hauteurs. La température minimale sera entre 18 et 21 degrés Celsius. Beau temps en général demain après-midi. La température maximale sera entre 23 et 26 degrés Celsius. Vent du sud-est de 25 à 35 km/h avec des rafales atteignant 60 km/h aux endroits exposés. Mer forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2,50 m. Les sorties en haute mer sont déconseillées. À Agalega, mi-couvert durant la nuit et demain, devenant quelquefois nuageux avec des ondées occasionnelles. La température minimale sera d'environ 25 degrés Celsius durant la nuit et la maximale sera d'environ 30 degrés Celsius au cours de la journée de demain. Vent de l'est-sud-est à environ 30 km/h, mer forte avec des vagues de l'ordre de 2,50 m. Les sorties en mer sont déconseillées. Et cette information supplémentaire, il y a une éclipse totale de la Lune qui a commencé à 19h26 et se terminera à minuit 57. Cette éclipse sera visible à Maurice, Rodrigue, Saint-Brandon et Agalega. Pour célébrer ce grand retour sur les chaînes Canal+ et Canal+ Sport, pour tout nouvel abonnement jusqu'au 31 août, bénéficiez du pack sport à seulement 350 roupies par mois jusqu'à fin février 2026. Rendez-vous vite en Canal+ Store ou sur canalplus-maurice.com. Bonsoir à tous, on démarre avec du judo. Ce dimanche, l'Open Africa Senior Championship s'est tenu à Côte d'Or. Les Mauriciens ont brillé sur les tatamis avec 2 médailles d'or signées Winsley Gangaya et Janelle Frappier. Une belle performance que vous avez pu suivre en direct sur MBC Sport 11. Retour sur cette journée avec Jessie Rambo-Janukara. La première place, notre judoka Winsley Gangaya. L'Open Africa Senior Championship de judo à Maurice s'est achevé ce dimanche à Côte d'Or avec un bilan satisfaisant pour la sélection nationale. 2 médailles d'or, 4 d'argent et 6 de bronze. La performance du jour revient à Winsley Gangaya qui, en finale, a parfaitement maîtrisé son combat face au Burundais Nganji Raoul Briand, classé 53e mondial. Je parti là pour rater au final et que je donne tout, même si tu as la main cassée, j'étais là pour moi au final. Chez les dames, Janelle Frappier a également brillé en montant sur la plus haute marche du podium. La première fois que je monte en Open Africa, alors que j'ai 16 ans, je me sens ça un grand plaisir qui commence à dire, je vais vivre ce moment-là. Honorine Bégué n'a pas démérité en finale des moins de 57 kilos. Bien qu'elle ait été battue par la Guinéenne Maria Estevis, elle repart avec une médaille d'argent, tout comme Sarah Silva. Tracy Duron et Rémi Feuillet ont eux aussi pris la 2e place dans leurs catégories respectives. Nos élites qui décrochent aussi 5 médailles de bronze, remportées par Loïc Ravina, Malcolm Azi, Ilana Thomas, Sandrina Flore, Yvan, Michael Louis Flora et Noémie Tansi Evnor. Une performance remarquable à Port-Maurice qui conclut 4 jours de compétitions intenses à Côte d'Or. On enchaîne avec une dose d'adrénaline. Ce samedi, le sud de l'île a vibré avec le Red Bull Triple Thrill, une grande première qui a réuni VTT, trail et kitesurf sur plus de 33 km de Chamonix jusqu'à la plage de Belle-Ombre. Une vingtaine d'équipes se sont mesurées à cette aventure sportive inédite. Voyez plutôt. Un défi pas comme les autres ce samedi dans le sud de l'île. Le Red Bull Triple Thrill a réuni VTT, trail et kitesurf sur 33,3 km d'efforts purs. 20 équipes de 3 concurrents se sont élancées au départ de Chamonix. Première étape, 7 km de VTT,
à travers les sentiers et les forêts. Relais ensuite au trailer, près de 22 km entre faux plat et dénivelé jusqu'à la mer. Enfin, le lagon de Belle-Ombre servait de circuit final. 4 km de kitesurf pour un sprint spectaculaire. Au bout de l'effort, un trio s'impose. Étienne, Vichal et Arthur, premiers vainqueurs du Red Bull Triple Thrill. Le parcours était super sympa, on a commencé, il faisait beau, le parcours était technique, beaucoup de descentes, vraiment technique. J'ai fait une petite chute aussi avec, mais au général on s'en sort bien. Je suis bien content de le coup, et pour moi il y a un entraînement, mais la semaine prochaine on a 35 km PNFL. Super content du résultat de la course, super équipe aussi, super coéquipier, tout le monde a excellé. Avec un tel départ, le Red Bull Triple Thrill s'annonce déjà comme un futur rendez-vous incontournable des sports extrêmes sur l'île. Un mot sur le sport mécanique avec le Grand Prix d'Italie de Formule 1. L'Italie a souri à Max Verstappen cette année-ci, déjà vainqueur à Imola en mai. Le Néerlandais a renoué avec la victoire après plusieurs semaines de disette. Parti en pole position, il s'impose avec autorité devant les deux McLaren de Lando Norris et de Oscar Piastri qui complètent le podium. En MotoGP, le Grand Prix de Catalogne a offert un duel fraternel. Seul au monde à Barcelone, les frères Marquez se sont disputés la victoire jusqu'au dernier tour. C'est finalement Alex qui l'a emporté devant son aîné Marc Marquez. Le Français Fabio Quartararo a lui dû se contenter de la 5e place. Place au tennis et à l'US Open, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka a confirmé son statut hier soir. La Biélorusse s'est imposée en finale face à l'Américaine Amanda Anisimova en 2-7 secs. Elle signe ainsi un deuxième sacre consécutif à New York, décrochant au passage son tout premier titre majeur en 2025. Robert Deschambault nous résume cette finale. Il n'y a qu'une reine, et c'est elle, Aryna Sabalenka. Ses larmes de joie et son sourire éclatant après sa victoire samedi. Une célébration totale à la hauteur de l'attente des derniers mois. Solide numéro 1 mondial depuis le début de la saison, mais pas encore titrée en Grand Chelem en 2025, la Bélarusse s'est offert le titre à l'US Open en disposant d'Amanda Anisimova. L'Américaine, prise à son propre piège en voulant tellement lever du temps à son adversaire qu'elle a commis bien trop de fautes directes. Score final 2-7-0, 6-3 et 7-6 en 1h34 minutes. À peine sa victoire entérinée, Sabalenka est tombée à genoux sur le court, se prenant la tête à deux mains avant d'aller enlacer son adversaire, le visage rougi de larmes de joie. Bref, elle gagne enfin un Grand Chelem en 2025 après ses défaites en finale de l'Open d'Australie et de Roland-Garros. Et ce soir, chez les messieurs, le choc tant attendu aura lieu entre Yannick Sinner, le numéro 1 mondial, qui affrontera Carlos Alcaraz, son dauphin. La finale masculine de l'US Open est prévue à 22h, heure de Maurice. En football, week-end marqué par la trêve internationale et les qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Plusieurs matchs étaient à l'affiche hier en Europe. Dans le groupe F, le Portugal n'a fait qu'une bouchée de l'Arménie. Victoire 5-0 avec un doublé de Cristiano Ronaldo. L'Irlande et la Hongrie se sont quittés sur un nul de 2-2. Dans le groupe H, la Bosnie-Herzégovine a infligé une sévère 6-0 à Saint-Marin. Et enfin, dans le groupe K, l'Angleterre a dominé Andorre. Les rencontres se poursuivent ce soir. L'Allemagne reçoit l'Irlande du Nord dans le groupe A. La Turquie défie l'Espagne dans le groupe E. Et un peu plus tôt ce dimanche, la Géorgie a battu la Bulgarie 3-0. La Pologne affrontera la Finlande dans le groupe G et la Belgique sera opposée au Kazakhstan dans le groupe J. Pour finir, cap sur l'Écosse avec les Highland Games.
Comme chaque année, depuis 1832, le village de Bremer organise les traditionnels Jeux écossais le premier week-end de septembre et la famille royale y assiste toujours. Ce samedi 6 septembre, Charles III et Camilla ont enfilé les tenues traditionnelles pour suivre les compétitions qui comprenaient le lancer de tronc, le solo de cornemuse, le saut en hauteur, le tir à la corde, le relais medley, la danse des Highlands, ainsi que les traditionnels lancers de pierres et de marteaux. Cette année, 5 nouvelles épreuves féminines ont été introduites parmi le saut en longueur, le saut en hauteur et le triple saut. Voilà donc, c'est ici que s'achève ce journal des sports. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous.